Merci Jean-Paul, merci à l'association Aléa de m'avoir invité ce soir. Je suis ravi d'être ici et je suis impressionné par le nombre d'auditeurs. Juste pour enchaîner un peu sur ce que vient de dire Jean-Paul. D'abord, le livre de Dreyfus, il n'est pas sorti en 92, il est sorti en 72. Donc il est très ancien. Donc c'était un livre qui critiquait donc la première IA, je vais y revenir, mais donc ça remonte à très très loin. Et il y a eu de nouvelles éditions du livre de Dreyfus, il y en a une en 79 je crois, et puis ensuite une autre encore en 84 ou quelque chose comme ça. Il est tout à fait vrai que c'est par Dreyfus que je suis entré dans cette question, dans ce domaine de l'analyse philosophique, disons, conceptuelle de l'intelligence artificielle. Voilà, je voulais préciser cela. Disons, la différence entre Dreyfus et moi, c'est d'abord quelques décennies. Mais aussi parce que l'intelligence artificielle a évolué, ce dont Dreyfus a d'ailleurs eu le temps de se rendre compte, mais qu'il n'a pas pu prendre pleinement en compte. Il est mort maintenant, donc il n'a pas vu l'IA générative. Je ne sais pas exactement ce qu'il en penserait aujourd'hui d'ailleurs. Et puis qu'il ne s'est pas, disons, beaucoup consacré, contrairement aux sciences cognitives. Donc disons qu'il y a dans ma réflexion, il y a un input important des sciences cognitives qui est beaucoup moins de chez Dreyfus, qui lui était, disons, un philosophe pur sucre, alors que moi je suis, comme l'a dit Jean-Paul, un ex-mathématicien et moins philosophe que Dreyfus, ou moins plongé dans un certain nombre de textes et dans un certain type de langage et de raisonnement que Dreyfus. Mais enfin, c'était pas particulièrement important. Donc, voilà donc effectivement le livre en question qui est sorti en mars dernier et que je ne vais pas vous résumer, bien sûr, ce serait très ennuyeux, en plus ce serait difficile parce qu'il fait quand même 400 pages ou quelque chose comme ça, mais enfin je vais essayer quand même de vous présenter, disons, mes thèses principales à ce sujet. D'avance, je m'excuse auprès de ceux qui ont probablement, enfin j'en suis certain que dans ce public-ci, il y a une compétence assez élevée en matière d'intelligence artificielle, donc peut-être que certaines de mes remarques vont vous paraître un peu simplistes, un peu pour débutants, mais je suis sûr que vous aurez l'occasion de m'interpeller violemment après mon exposé, et même éventuellement pendant mon exposé. Ça ne me gêne pas du tout d'être interrompu. Parfois, ça rend les choses plus claires, ça me réveille, ça réveille tout le monde. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre éventuellement. Donc voilà, je commence par une question préliminaire. Pourquoi est-il aussi difficile de définir l'intelligence artificielle ? Alors, évidemment, c'est une de ces questions qui présuppose quelque chose. C'est comme... Alors, autrefois, on disait, mais maintenant, quand est-ce que vous avez cessé de battre votre femme ? Non, on n'a plus le droit de dire ce genre de choses, comme exemple. Mais disons, où avez-vous enterré l'arme du crime ? Ça présuppose que l'on sait, que celui qui parle sait qu'il y a eu un crime, une arme, et que la personne à laquelle il parle a enterré l'arme du crime quelque part. Et là, donc, je viens de poser la question, pourquoi est-ce qu'il est difficile de définir l'intelligence artificielle ? Donc, je vous dois une explication, une justification de cette question. C'est difficile. Alors, évidemment, pour un certain nombre de gens, comme l'a suggéré Jean-Paul à l'instant, dans son introduction, l'intelligence artificielle, c'est ChatGPT. Et puis Midjourney, Dali, enfin bref, l'IA générative. Et pour beaucoup de gens, c'est là que l'intelligence artificielle est née. Il y a donc à peu près un peu plus d'1 an maintenant, puisque ChatGPT a été lâché dans le public le 30 novembre 2022. Et même une fois, quelqu'un m'a demandé comment j'avais réussi à écrire si vite un livre de 400 pages, alors que ça venait de sortir. Je lui ai expliqué que non, justement, j'y réfléchissais depuis un peu plus longtemps. Donc ça, c'est pas une bonne réponse, donc j'ai mis une croix. Alors ensuite, il y a une autre conception de ce que signifie l'intelligence artificielle,
Pour beaucoup de gens, au fond, maintenant, l'IA, c'est tout ce qui fait marcher les systèmes numériques. Il y a de l'IA dans vos smartphones, il y a de l'IA dans votre lave-linge automatique, il y a de l'IA partout. Donc finalement, on a l'impression que l'IA, c'est parfois ce que j'appelle l'IA au sens large, c'est au fond, c'est de l'informatique, quoi. Tout simplement de l'informatique, ou peut-être certains systèmes numériques qui sont, disons, plus astucieux, plus avancés que ceux d'il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans. Je pense que personne ne penserait aujourd'hui qu'un système que Word, par exemple, ou Excel, c'est de l'intelligence artificielle. Mais après tout, quand c'est sorti, ça ressemblait pas mal à de l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, c'est dans une certaine définition, et pourquoi pas, ce serait peut-être, oui, les éléments un peu plus avancés, plus surprenants de l'informatique. Mais je pense que ce n'est pas très satisfaisant non plus, mais vous voyez, c'est difficile. Alors, comme certainement beaucoup d'entre vous le savez, si vous avez entendu des exposés en quelque sorte standards des principaux leaders de l'intelligence artificielle, comme, je ne sais pas, Jean-Gabriel Ganassia par exemple, ou d'autres, ils vous donneront la ligne du parti, la ligne officielle. L'IA, c'est ce qui permet aux ordinateurs de faire des choses qui exigent chez l'humain de l'intelligence. Alors ça, on se rapproche déjà d'une définition, disons, plus standard, plus respectable. Évidemment, c'est aussi une définition qui exige que l'on sache ce qu'on entend par l'intelligence de l'humain. C'est une question à laquelle on va revenir, mais au fond, prenez un paquet de cartes standards et demandez à quelqu'un de mettre d'un côté les cartes rouges et de l'autre côté les cartes noires. Est-ce que ça exige de l'intelligence? Vous ne pouvez pas demander ça à un chat, parce qu'il ne va pas y arriver. Même si vous ne pouvez pas demander ça à un certain type d'animal ou de système. Vous pouvez demander ça à la plupart des êtres humains normalement constitués. Mais est-ce que c'est ça qu'on veut dire, ou est-ce qu'on pense à, disons, des performances supérieures de l'intelligence? Donc, cette définition numéro 3, elle est quand même un peu lacunaire. Alors, on va monter en grade et on va aller demander à la Commission européenne ce qu'elle pense de l'IA. Comment elle définit l'IA? Alors, attachez les ceintures. Voilà, donc il s'agit du High Level Expert Group, donc le comité d'experts de haut niveau, qui a rédigé un rapport qui s'appelle donc Directive éthique pour une IA de confiance. C'est un texte très important qui compte beaucoup, dont on a beaucoup discuté, auquel ont participé des gens tout à fait respectables, des gens que je connais, pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration. Et voilà ce qu'ils disent. Ils vous disent ceci: les systèmes d'intelligence artificielle sont des systèmes logiciels ou éventuellement matériels, conçus par des humains qui, compte tenu d'un objectif complexe, agissent dans la dimension physique ou numérique en percevant leur environnement par l'acquisition de données, en interprétant les données structurées ou non structurées collectées, en raisonnant sur les connaissances ou en traitant les informations dérivées de ces données et en décidant de là ou des meilleures actions à entreprendre pour atteindre l'objectif fixé. Les systèmes d'IA peuvent utiliser des règles symboliques ou apprendre un modèle numérique. Ils peuvent également adapter leur comportement en analysant la manière dont l'environnement est affecté par leurs actions précédentes. Alors ça, c'est surréaliste, pour au moins 2 raisons. La première, c'est que c'est plein de notions qui sont impénétrables pour le non-spécialiste. Enfin, il faut beaucoup se casser la tête. Et puis, c'est une espèce de salade russe, de concepts, de trucs, de machins. C'est un peu comme si on disait que la médecine, c'est 3 petits points, et puis il suit 10 lignes où on vous dit, c'est faire des piqûres, c'est opérer les gens quand ils sont un peu détraqués, c'est leur donner des médicaments, c'est une liste en quelque sorte des choses que la médecine fait.
Mais ce n'est pas une bonne définition de la médecine. La médecine, c'est sûrement pas très facile à définir de manière parfaite, mais en gros, c'est l'art et la science de maintenir les gens en bonne santé, de les rétablir en bonne santé s'ils sont malades, et ça peut s'étendre éventuellement à la santé publique, mais en gros, on voit à peu près comment on définirait la médecine de manière efficace. Pour quelqu'un qui ne saurait pas ce que c'est, un martien qui débarque, il ne sait pas ce qu'est la médecine, on lui explique. Ben voilà, c'est l'art de maintenir les gens en bonne santé ou de les guérir. Alors là, pour l'IA, on est complètement perdu. Donc, disons que ça prouve, en quelque sorte, ma présupposition que l'IA, c'est difficile à définir. Alors, on va faire un petit retour historique pour ceux d'entre vous qui êtes historiens des sciences ou historiens des idées. Vous pensez que c'est probablement une bonne idée de recourir un peu à l'histoire. Que vise au départ l'intelligence artificielle? Alors, on commence par une citation qui est familière à beaucoup d'entre vous. Je pense que la plupart ici ont entendu parler de Alan Turing, notamment parce que c'est un personnage haut en couleur, un héros romantique en un certain sens, un héros aussi de la lutte de la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'on attribue souvent au fait qu'il a contribué à déchiffrer le chiffre allemand, a permis à donner aux Alliés un avantage apparemment décisif. En tout cas, voici ce qu'il écrivait dans un article extrêmement célèbre, dont je vous recommande la lecture, d'abord parce qu'il est très important sur le plan conceptuel, mais aussi parce qu'il est très drôle par moments. Et voilà ce qu'il nous dit. La question initiale, les machines peuvent-elles penser, me semble trop vide de sens pour mériter d'être discutée. Néanmoins, je pense qu'à la fin du siècle, il voulait dire le XXe siècle, puisque l'article est de 1950, l'usage des mots et l'opinion des gens instruits auront tellement changé que l'on pourra parler de machines pensantes sans s'attendre à être contredit. Alors vous voyez que le terme intelligence artificielle n'intervient pas encore, parce qu'il n'a été créé que quelques années plus tard. Mais le point de départ, cet article est vraiment le point de départ du projet d'intelligence artificielle. Vous voyez qu'il s'agit de machines pensantes. Voilà, en voilà une belle définition, le début, un embryon de définition claire. Alors voyons comment ça s'est développé. Donc, quelques années plus tard, comme beaucoup d'entre vous le savez, l'intelligence artificielle est née officiellement. C'était en 1956, c'était sur un campus américain qui était celui de l'université ou du collège de Dartmouth. Et on dit que c'était un colloque, c'était pas un colloque, c'était une période spéciale où un petit nombre de chercheurs, jeunes et dynamiques, avaient obtenu un petit financement pour se retrouver sur ce campus et réfléchir ensemble à ce dont ils sentaient que l'émergence était en train de se faire, quoi. Et ils voulaient voir entre eux, discuter entre eux de ce qui était en train d'émerger. Et alors, voici, donc c'était en 1956, c'est donc la date officielle, et c'est en 1956 que John McCarthy a proposé qu'on appelle ce qu'il s'agissait de faire naître, de fabriquer, de confectionner, c'était l'intelligence artificielle. Et une année plus tard, parmi les chercheurs qui étaient réunis, il y avait le Herbert Simon. Et voici ce que Herbert Simon écrivait en 1957 dans une interview, je crois, si je me souviens bien. Je ne cherche pas à vous surprendre ou à vous choquer, mais pour le dire aussi simplement que possible, il existe désormais dans le monde des machines qui pensent, qui apprennent et qui créent. De plus, leurs performances en la matière vont augmenter rapidement jusqu'au moment où, dans un avenir prévisible, tout problème auquel l'esprit humain s'est appliqué sera à leur portée. Alors ça, c'est quand même fort de café. Parce que, bon, on a tous des conceptions différentes peut-être sur ce que fait l'intelligence artificielle aujourd'hui, mais je pense que peu de gens parmi nous pensent que aujourd'hui, il existerait déjà des machines qui pensent, qui apprennent et qui créent. Peut-être avec des guillemets, peut-être qui apprennent, peut-être qui créent, effectivement, avec l'IA générative. Mais l'IA générative, c'est 2022, et là, nous parlons en 1957. Et donc, c'est tout à fait frappant que quelqu'un d'aussi sérieux que Herbert Simon
affirme comme ça, noir sur blanc, comme ça, tranquille, qu'il existe dès à présent, en 1957, beaucoup d'entre vous n'étiez pas nés, en 1957, donc il existait des machines comme ça. Mais c'est intéressant parce que pour deux raisons. D'abord, Herbert Simon n'est pas du tout un auteur de science-fiction ou un prévisionniste ébouriffé ou quoi que ce soit de ce genre. C'est un grand esprit, c'est un des grands penseurs des sciences sociales. Il a eu d'ailleurs non seulement le prix Turing, ça c'est un peu le Nobel de l'informatique, comme vous le savez, en 1975. Il a eu aussi le Nobel d'économie en 1978 pour ses travaux sur la rationalité limitée. C'est un grand bonhomme. Et c'est frappant, n'est-ce pas, que cet homme affirme une chose pareille. La deuxième raison pour laquelle c'est intéressant, ou la troisième raison, donc c'est intéressant parce que c'est vraiment culotté de dire ça en 1957. C'est étonnant qu'un homme aussi sérieux et aussi respectable qu'Herbert Simon se permette de dire une chose pareille. Et la troisième chose, c'est que quand même, vous voyez le projet qui se dessine, n'est-ce pas? Des machines qui pensent, des machines qui apprennent et des machines qui créent. Alors, un concurrent de Simon à la même époque, qui est en fait l'inventeur du perceptron, dont vous avez peut-être entendu parler, disait la chose suivante, que le perceptron est l'embryon d'un ordinateur électronique qui sera capable de marcher, de parler, de voir, de lire, de se reproduire et d'être conscient de sa propre existence. Bon. Et puis voilà, quelques années plus tard, Marvin Minsky, qui était dans le groupe de Dartmouth et qui est devenu ensuite un peu le pape de l'intelligence artificielle au MIT, écrivait ceci en 1970. « D'ici 3 à 8 ans, nous aurons une machine dotée de l'intelligence générale d'un être humain moyen. Je veux dire une machine qui sera capable de lire Shakespeare, de lubrifier une voiture, de faire de la politique de bureau, des intrigues, si vous voulez, de bureau, de raconter une blague et de se bagarrer. Et à ce moment-là, la machine commencera, à ce moment-là, c'est-à-dire dans 3 à 8 ans, n'est-ce pas, c'est pour bientôt, la machine commencera à s'éduquer elle-même à une vitesse fantastique et en quelques mois, elle aura atteint le niveau du génie et quelques mois plus tard, ses pouvoirs seront incalculables. » Donc voilà, c'est ça le projet. C'est ça l'intelligence artificielle. En tout cas, c'est le projet de l'intelligence artificielle. Alors ensuite, on va discuter de savoir s'il est réalisé, s'il est réalisable, etc. Donc, il s'agit bel et bien d'une machine pensante, intelligente au sens humain. Et tout ce qui précède, tout ce que j'ai dit avant, n'est-ce pas, en disant l'intelligence artificielle cherche sa définition, est une sorte de manière de tourner autour du pot. Et le pot, c'est le fait que voilà, ça c'est le projet, mais qu'il n'a pas encore été réalisé. C'est ça qui est, c'est la dynamique fondamentale en quelque sorte de l'histoire des idées ici. Alors, c'est bien joli cette machine pensante, intelligente au sens humain, mais d'abord, qu'est-ce que l'intelligence humaine? C'est un problème que j'ai déjà à dessein soulevé tout à l'heure, à l'instant, qui se pose de manière massive, aussi bien pour le sens commun que pour la science. Alors pour le sens commun, remarquons une chose, c'est que on se passe très difficilement de la notion d'intelligence dans la vie quotidienne, enfin et dans la vie professionnelle. Oh, mon nouveau petit-fils, il est drôlement intelligent, plus intelligent que l'autre. Ou bien j'ai maintenant un assistant de communication qui est vraiment pas très intelligent. On parle tout le temps d'intelligence, on se reproche à nous-mêmes, moi constamment, on se dit, zut, j'ai pas été intelligent, je suis décidément pas très intelligent. Ou au contraire, on peut se flatter d'être très intelligent. La notion d'intelligence intervient énormément dans nos propos quotidiens, dans notre manière de gérer les relations sociales, les relations professionnelles, etc. Mais ensuite, quand vous demandez à quelqu'un, qu'est-ce que tu entends par intelligent? Pourquoi tu dis qu'il est intelligent? Alors on va vous donner des anecdotes, des exemples. Il se débrouille bien, il résout les tâches, etc. Et chacun a au fond son idée de ce qu'est l'intelligence. Et puis les niveaux d'intelligence, classer, mettre les cartes rouges d'un côté, les cartes noires de l'autre côté, c'est une chose. Et puis, je ne sais pas, se sortir d'une situation extraordinairement complexe avec un minimum de dégâts, il y a toute la notion de finesse, etc. Donc, chacun a un peu sa notion d'intelligence.
et elle semble un peu insaisissable, un petit peu comme ce que disait saint Augustin du temps. Il disait, quand vous me parlez du temps, je sais exactement de quoi vous me parlez, mais si vous me demandez ce qu'est le temps, alors là, je suis paralysé. Donc l'intelligence se présente un petit peu comme ça. Cela dit, dans un petit moment, on va voir que la science essaye de s'en sortir, mais elle a du mal aussi. La science a eu beaucoup de mal avec cette notion d'intelligence, au point que, j'y reviendrai peut-être un petit peu plus tard. Alors d'ailleurs, ça c'est une remarque en passant, il est assez courant de dire, quand on discute comme ça, près de la machine à café, sans trop se fatiguer, on demande, alors, est-ce qu'une machine est intelligente ? Et on vous dit qu'une machine ne peut pas être intelligente, puisque c'est une machine, tout simplement. Et moi, pour vous faire une confidence, je suis entré dans cette question de l'intelligence artificielle justement à cause de ce philosophe de Berkeley, Hubert Dreyfus, dont j'avais fait la connaissance tout à fait par hasard, et qui, voulait savoir si une machine pouvait être intelligente. Et moi, dans mon arrogance de petit ignorant, je disais, non, évidemment pas, parce que c'est une machine, elle est bête, une machine c'est bête. Et c'est quand j'ai vu que des gens bien plus intelligents que moi, beaucoup mieux versés en analyse conceptuelle, qui ont réfléchi beaucoup plus longtemps que moi, avaient du mal. Dreyfus a fait tout un séminaire d'une année en faisant venir des philosophes absolument remarquables pour essayer justement de mettre le doigt en quelque sorte sur l'argument décisif en vertu duquel une machine ne peut pas être intelligente. Or, si on ne sait pas très bien ce qu'est l'intelligence, on peut se demander pourquoi on est si sûr, en quelque sorte, qu'une machine ne peut pas être intelligente. Alors, en fait, Turing, dès 1950, il avait eu une stratégie philosophique maligne. Il dit, mais voilà, intelligente, penser, les machines, tout ça, c'est trop vague. C'est trop vague. Il faut essayer de se projeter dans un paysage conceptuel qui aura évolué. Pourquoi il aura évolué ? Parce que les ordinateurs venaient de sortir des laboratoires militaires. C'était les premières années où on pouvait accéder, si on était autre chose qu'un chercheur militaire, on pouvait accéder à un ordinateur. Et Turing sentait il avait de bonnes raisons de sentir qu'il y avait dans l'ordinateur quelque chose d'entièrement nouveau. Il avait de bonnes raisons parce que c'est lui qui a inventé le concept d'ordinateur dans un célèbre papier de 1936-37, qui était un papier de pure logique en quelque sorte, mais où il avait accessoirement en quelque sorte inventé la notion d'ordinateur. Et donc, il était bien placé pour savoir que ça allait amener à une révolution conceptuelle et qu'au terme de cette révolution, les concepts allaient évoluer en sorte que le problème se poserait différemment et se poserait en des termes tels qu'on dira, oui, une machine peut penser. Voilà. Mais c'était subtil et ses successeurs n'ont pas été aussi subtils que ça. Et, je me trompe, je défile dans le mauvais sens. Et donc, voilà le projet. Et puis, la deuxième énigme, c'est que, selon moi, quoi qu'elle fasse effectivement des progrès extraordinaires, l'intelligence artificielle semble toujours infiniment loin de sa cible, l'intelligence humaine. Mais attention, cette opinion est minoritaire. C'est mon opinion, mais je ne suis pas du tout le seul à la défendre. Elle est défendue par des tas de gens, mais disons que nous constituons une grosse minorité de gens qui s'intéressent de près à l'intelligence artificielle. Nous pensons qu'elle fait des progrès spectaculaires, extraordinaires, intéressants à tous égards, dangereux aussi, comme on sait, par certains côtés, mais elle est loin de sa cible, et c'est sa cible quand même. Je pense que l'intelligence artificielle continue de viser, au fond, le projet initial, ou plus exactement, elle est revenue au projet initial après y avoir finalement renoncé, en tout cas provisoirement, et c'est ce que je vais essayer d'expliquer rapidement. Donc le rêve, c'est justement de faire une machine intelligente au sens plein du terme, pas de guillemets, pas de trait d'union, rien du tout, vraiment intelligente, vraiment pensante. Alors, ce rêve est passé par une éclipse et il fait retour aujourd'hui. Donc, c'est ce que je vais expliquer rapidement. Alors,
l'intelligence artificielle est née, quand elle est née avec une idée. C'est-à-dire, les gens n'étaient pas simplement là en train de rêver que ce serait bien d'avoir une intelligence, une machine intelligente. Ils avaient une idée, ils avaient une hypothèse. Et cette hypothèse, c'était l'hypothèse de ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qu'on a appelé rapidement d'ailleurs, l'intelligence artificielle symbolique. Et pour l'intelligence artificielle symbolique, pour les défenseurs, les créateurs de ce paradigme, c'est assez simple. Penser, c'est raisonner. Raisonner, c'est calculer. Et par transitivité, penser, c'est calculer. Alors l'idée que penser, c'est calculer ne date pas en fait de 1956 ni de 1950. Elle date de bien avant, puisque déjà Hobbes disait dans son grand livre que penser, ça n'est rien d'autre que calculer. Reckoning en anglais, calculer. Alors est-ce que Hobbes entendait le terme reckon, le terme calculer, au même sens que Turing et ses successeurs? Probablement pas, mais il y avait quand même cette idée générale d'une gestion en quelque sorte systématique, conforme à des règles, dont l'image, c'est les opérations arithmétiques. Donc la cognition a été vue comme et on trouve cette idée aussi chez Leibniz et chez d'autres philosophes de cette époque. Donc la logique, la cognition, c'est l'ensemble des mécanismes, j'y reviendrai un petit peu, c'est l'ensemble des mécanismes mentaux, n'est-ce pas? C'est ce qui fait qu'on pense. Donc la cognition est une forme de logique étendue qui opère sur des propositions qui sont des pensées personnelles. Alors, là, le mot personnel est important parce qu'il va entrer en contraste avec autre chose, justement, dans un petit moment, dans le deuxième paradigme. Donc personnel, ça veut dire que, c'est pas du tout que c'est les pensées particulièrement de Jean-Paul Delahaye ou de Daniel Andler ou de n'importe lequel d'entre vous, ce sont des pensées que pense la personne. Donc typiquement, vous êtes constamment traversé par des pensées. Vous pensez, il est 7 heures du soir, cet exposé commence très mal, je voudrais bien partir mais j'ose pas, ou il ne faut pas que j'oublie d'acheter du pain en rentrant à la maison, etc. Tout ça, ce sont des pensées qui traversent votre esprit et qui sont idéalement complètement explicites et conscientes. En pratique, il y a des tas de pensées qui ne sont pas complètement articulées parce que vous les pensez constamment, vous ne donnez pas la peine de vraiment les faire défiler en quelque sorte sous votre œil intérieur, sous votre œil mental, mais vous pouvez à tout moment dire, pour rentrer à Lille, je vais aller prendre le métro à telle station, je vais changer à tel endroit et je rentrerai chez moi. Vous pouvez le dire, même si vous ne le dites pas à chaque fois parce que c'est devenu automatique, habituel, etc. Donc c'est ça les pensées personnelles. Et la méthode pour réaliser donc une intelligence artificielle selon ce paradigme-là, c'est assez simple. Vous regardez ce qu'a un être humain, par exemple vous-même, comment il fait pour gagner à la bataille navale ou préparer ses vacances prochaines ou préparer son cours ou quoi. Vous regardez ce qu'il est en train de gagner un jeu simple, un jeu de dames ou éventuellement au jeu d'échecs, etc. Vous réfléchissez beaucoup, vous regardez, vous faites de l'introspection, éventuellement vous demandez à des sujets de laboratoire comment ils font pour résoudre tel et tel problème. Et une fois que vous avez une idée vraiment complètement claire, complètement explicite de la manière dont il s'y prête, vous l'écrivez sous la forme de ce qu'on appelle aujourd'hui un programme. Alors, les programmes, l'idée même de programme informatique était en quelque sorte inventée à peu près au même moment on réfléchissait à la possibilité de faire une machine qui pense. Aujourd'hui, on va simplement dire, on écrit ça sous forme d'un programme, ensuite on le fait tourner sur un ordinateur, et si l'ordinateur obtient les bons résultats, on dit, voilà, on a une théorie, par exemple, supposons qu'il s'agisse d'une stratégie gagnante aux dames, donc vous étudiez bien comment ça se fait, vous demandez un champion de dames, vous faites une analyse mathématique du jeu de dames, vous écrivez ça sous forme d'un programme, et si votre machine gagne à chaque fois aux dames, vous savez que vous avez une bonne théorie du jeu de dames, de l'intelligence qui permet de gagner aux dames. Et si ce n'est pas le cas, eh bien c'est que vous n'avez pas bien analysé la manière dont l'être humain s'y prend, et vous revenez donc au laboratoire, vous regardez ça de plus près, et vous corrigez votre programme, et au terme d'un aller-retour,
entre ce que fait l'être humain et ce que vous faites faire à l'ordinateur en lui faisant opérer un algorithme, eh bien vous arrivez à une théorie correcte. Alors il y a néanmoins des ambiguïtés dans ce projet. D'abord, on était parti de l'idée d'une machine qui pense, qui est intelligente au sens humain, ou bien est-ce qu'on pense plutôt, d'après ce que je viens de dire, n'est-ce pas, une machine qui est capable d'exécuter toutes les tâches qui requièrent chez l'humain de l'intelligence, selon la définition officielle donc, que je vous ai donnée au début, et que j'ai remis sur le tapis là à l'instant en vous donnant l'exemple des dames ou de la planification des vacances ou de la liste de courses ou des choses comme ça. Où là, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on n'est pas en train d'essayer de résoudre ce problème brutalement. On prend des cas de déploiement de l'intelligence et on essaye de faire à l'ordinateur la même chose. Alors, est-ce que c'est la même chose ou pas ? Alors, il y avait déjà la question de savoir si penser, être intelligent, c'est la même chose. Laissons ça de côté, ça devient trop embrouillé. Mais la première ligne et la deuxième, c'est pas évident que c'est la même chose. Une machine qui est capable d'exécuter tout ça, est-ce que c'est la même chose qu'une machine intelligente ? On peut penser que oui, on peut penser que non. Ça se discute, et ça se discute encore à ce jour. Et puis, mais ça, là-dessus, je ne vais pas trop insister, mais c'est quand même important, cette méthode que je viens de présenter de manière très simpliste, caricaturale, qui consiste à passer de l'analyse du comportement intelligent, disons, du comportement humain quand il résout une tâche qui requiert au moins un minimum d'intelligence ou un maximum, et la réalisation d'un programme qui va permettre à l'ordinateur de faire la même chose, on passe, si vous voulez, de l'étude de la cognition humaine ou des mécanismes de pensée humains à des mécanismes de pensée automatiques, informatiques, d'ordinateur. Est-ce que c'est la même chose ou deux choses différentes ? Alors, pour les créateurs, et notamment pour Herbert Simon, qui a beaucoup défendu ce point de vue, ce sont les deux faces d'une même pièce. C'est-à-dire, étudier la cognition humaine de manière scientifique, c'est la même chose que arriver à une précision telle que on peut traduire la théorie en un programme informatique qui va réaliser sur ordinateur la même chose. Et cette conception a amené un certain nombre de philosophes des sciences à l'époque de dire, ben voilà, on s'est toujours demandé ce qu'était une théorie. Ben en matière, en tout cas, de théorie du fonctionnement humain, une théorie, c'est un programme. Et donc, il y a eu tout un développement chez des philosophes des sciences qui s'intéressaient à la question, qui était l'idée de théorie comme programme. Alors, est-ce que ces deux objectifs sont distincts ou confondus ? Alors, au début, ils étaient considérés par des gens comme Herbert Simon comme confondus, ou étroitement dans un lien de gémellité, si vous voulez, et puis d'autres ont pensé au contraire qu'ils devaient être distincts, et assez rapidement, l'intelligence artificielle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas attendre qu'on ait des théories suffisamment élaborées de la cognition humaine pour progresser, et ils ont décidé de laisser ça un petit peu de côté. Donc il y a eu un repli stratégique par rapport aux ambitions initiales. Donc ce qu'ont dit les spécialistes d'intelligence artificielle, c'était que d'abord, on allait laisser de côté la question de la machine pensante, la machine qui pense. C'est-à-dire, comme je le dis, ça c'est une expression à moi, dotée d'une pensée pensante, c'est-à-dire avec une compréhension et une conscience. Nous, quand on a l'impression de penser, on a l'impression qu'on se livre à une certaine activité. Et cette activité, c'est la pensée, non pas la pensée cristallisée, la pensée qui consiste simplement à se remémorer que Paris est la capitale de la France, mais à traverser, n'est-ce pas, un processus par lequel nous nous demandons quelle est la capitale de la France, et nous parvenons, alors c'est un exemple particulièrement simple, nous parvenons à cette réponse, eh bien c'est Paris. Et donc ce processus, c'est la pensée qui est en mouvement, qui cherche en quelque sorte.
Alors là, on a complètement laissé tomber ça. Alors, ça implique, comme je l'ai écrit sur mon slide, que, bien sûr, une pensée pensante, ça implique qu'on a une compréhension. Quand vous vous demandez quelle est la capitale de la France, vous avez une compréhension des concepts qui sont enfermés dans ces termes, ce qu'est la capitale, ce qu'est la France, etc. Et vous avez aussi conscience d'être en train de vous poser la question. Donc, on laisse ça de côté. Une IA qui serait capable de ça, on l'a appelée IA forte. Ça, c'est c'est un terme qui est dû au philosophe John Searle, dont vous avez peut-être entendu parler, et son célèbre article de 1980 sur la chambre chinoise. Alors, je ne prends pas le temps de vous expliquer ça, c'est juste un pointage pour ceux d'entre vous qui êtes au courant de ce débat. En tout cas, il a dit cette IA forte, on ne l'a pas. Les ordinateurs aujourd'hui ne l'ont pas. Et ce qu'ils ont, c'est une IA faible. C'est-à-dire une IA qui n'est pas forte, justement. Alors, on renonce aussi à une IA qui est semblable à celle de l'homme. Donc, cette idée qu'on allait copier, en quelque sorte, la démarche, ou ce qu'on pouvait comprendre de la démarche de la pensée humaine, de l'esprit humain quand il résout une tâche quelconque, on laisse complètement ça tomber. On se dit, si on arrive au même résultat, on se fiche de savoir si c'est ou non conforme à la manière dont nous y arrivons. Alors on peut s'inspirer naturellement, mais comme encore une fois les sciences cognitives à l'époque étaient vues comme beaucoup trop lentes, par exemple si vous imaginez les sciences cognitives comme une analyse neuroscientifique de ce qui se passe dans le cerveau au moment où vous cherchez à gagner une partie de dame, eh bien on en était bien loin et ils se sont dit il faut aller plus vite que ça. Donc on laisse tomber cette contrainte de ressembler, que l'intelligence artificielle ressemble, soit un calque ou un modèle de l'intelligence humaine. On renonce à une IA générale. Ça, c'est particulièrement d'actualité parce que justement aujourd'hui, pour ceux d'entre vous qui suivez justement les dernières nouvelles de l'intelligence artificielle, il y a l'idée qu'on est sur le point d'arriver à l'IA générale. Alors qu'est-ce qu'on entend par IA générale ? C'est important. C'est une IA qui, c'est une intelligence qui, au lieu d'être tantôt en train de, c'est une intelligence qui est une bonne à tout faire. C'est-à-dire, elle est aussi bien capable de gagner au jeu de dames, de planifier les prochaines vacances familiales, de réparer une voiture, ou de faire encore 1000 choses, de faire un cours de mathématiques ou de faire une conférence sur l'intelligence artificielle. Quand vous passez, intuitivement, en tout cas introspectivement, quand vous passez d'une chose à l'autre, d'une tâche à l'autre, vous n'êtes pas en train de changer, j'allais dire de disquette, mais pour beaucoup d'entre vous, vous ne savez même pas ce qu'est une disquette. Mais autrefois, il fallait entrer une disquette. On avait un logiciel, par exemple, on avait Word sur une disquette, alors on éjectait la disquette précédente et on introduisait une nouvelle disquette. Non, mais pour nous, c'est juste une métaphore, c'est-à-dire il s'agit d'avoir autre chose que des logiciels spécialisés pour différentes tâches. On veut un seul logiciel, un seul algorithme qui est capable de faire tout ce qu'on lui demande, tout ce que l'intelligence exige de lui. Donc ça, on y renonce complètement. On renonce à une intelligence artificielle autonome, alors pas au sens où on parle par exemple d'armes létales autonomes ou de robots autonomes. Autonome, c'est-à-dire ne dépendant pas de l'intelligence humaine, partant en quelque sorte de principes de base et se débrouillant toute seule pour atteindre à l'intelligence. Et donc, en réalité, ce renoncement est devenu manifeste pour certains d'entre vous qui vous souvenez. Je vois à l'âge qui se peint sur certains visages que vous vous en souvenez. Ça a été l'époque des systèmes experts. Alors les systèmes experts, c'est intéressant parce que là aussi, ça a une espèce d'actualité, une nouvelle actualité. C'est complètement dépassé au sens où ça a été développé dans les années 80 et 90. Mais c'était intéressant parce que ça montrait à quel point l'intelligence artificielle, si elle voulait à l'époque devenir, et je crois qu'on retrouve ça aujourd'hui, mais on en reparlera un petit peu plus loin, si elle veut atteindre des performances qui vont un petit peu au-delà des choses toutes simples, eh bien, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire, mais ce qu'on sait faire, c'est aller demander aux experts humains dans le domaine en question
comment ils s'y prennent. Et une fois qu'ils vous ont expliqué, qu'ils vous ont explicité comment ils traitent, je ne sais pas moi, des incendies de forêt, ou comment un urgentiste traite un blessé qui arrive au service des urgences, ou comment un professeur se débrouille dans une classe turbulente, une fois que lui qui est un expert, qui sait faire, il vous explique comment, il explique à ce qu'on appelait à l'époque un cogniticien, ça voulait dire quelqu'un qui savait accoucher les experts de leurs connaissances, qui sont souvent implicites, etc. On lui fait cracher en quelque sorte sa compétence sous forme de règles explicites, et ensuite, ça, on fait tourner un ordinateur sur ces règles-là, et on obtient en principe une compétence équivalente. Et ça avait assez bien marché pour un certain nombre de tâches particulières, détecter les maladies des tomates, configurer un système informatique compliqué, enfin, un certain nombre de choses qui marchaient pas trop mal. Mais en tout cas, il y avait premièrement l'idée que l'intelligence artificielle était parasite, en quelque sorte, sur l'intelligence humaine, celle des experts. Comment les experts, eux, étaient devenus intelligents, avaient acquis leur expertise, on ne savait pas. Mais on pouvait se servir de leur expertise. Donc c'est ça qu'on a décidé de faire. Et puis, on a évidemment aussi renoncé à l'idée que l'intelligence était une sorte de... Alors ça, c'est plus conceptuel, c'est pas technique, c'est conceptuel. C'est l'idée que l'intelligence est une sorte de... comment dire, de poudre magique, en quelque sorte. Il y a une sorte d'essence de l'intelligence qu'on va saisir, et ensuite, quand on aura saisi cette essence, on pourra, un peu comme une substance chimique, si vous voulez, comme l'urée, par exemple. Et une fois qu'on a compris ce qu'est l'urée, on peut la synthétiser. C'est exactement ce qui est arrivé en, je ne sais plus combien, 1800, j'ai oublié, 27, 72, j'ai oublié. Ben, y a pas, on a complètement renoncé à, comment dire, capter quelque chose comme l'essence de l'intelligence. C'est pourtant ça que visaient des gens comme Herbert Simon quelques années précédemment. Donc l'objectif, c'est celui-là, c'est une IA faible, étroite, c'est-à-dire une IA qui s'acquitte de tâches intelligentes sans avoir vraiment besoin d'intelligence, parce qu'on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas où est la substance miraculeuse. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle automatise simplement les processus humains, domaine par domaine, tâche par tâche, c'est-à-dire des choses spécialisées dont j'ai déjà donné plusieurs exemples. Alors, ce qui est tout à fait frappant, c'est que même en révisant à la baisse son programme, l'intelligence artificielle s'est heurtée à des limites. Limites qu'on a appelées des hivers. Alors, l'expression vient des historiens et des chercheurs eux-mêmes en IA symbolique. J'ai écrit AI, excusez-moi, c'est l'anglais, IA symbolique. L'hiver, c'est qu'il n'y avait plus de fonds, en fait, parce que l'IA avait été largement financée par les autorités militaires, surtout aux États-Unis, également en Angleterre. Et au bout d'un certain temps, les agences militaires ont décidé que ça ne donnait pas des résultats très convaincants. Il y a eu des rapports très négatifs sur les résultats qui avaient été effectivement obtenus par l'intelligence artificielle. Et donc, il y a eu une absence, une cessation de financement. Et donc, l'IA a traversé des hivers successifs. Et je dirais que c'est pas simplement que les militaires étant trop bornés pour voir que l'intelligence artificielle avait de l'avenir, c'est que effectivement il y avait une faiblesse conceptuelle dans l'intelligence artificielle symbolique. Une faiblesse conceptuelle et une faiblesse empirique. La faiblesse empirique était la suivante, c'est celle qui se voyait le mieux, qui était la plus éclatante. Comment s'y prenait l'intelligence artificielle quand elle voulait, je ne sais pas moi, imaginer un programme qui permette à un robot de manipuler des objets complexes. Ben, elle prenait ce qu'on appelait à l'époque un micro-monde, c'est-à-dire un monde extrêmement simplifié, un modèle réduit, ce qui est tout à fait intelligent comme une démarche d'ingénieur. On prend un modèle réduit, on essaye d'écrire un programme qui va faire fonctionner ce modèle réduit. Et alors on arrivait avec des résultats qui n'étaient pas trop mauvais. Mais le problème, c'était que quand on essayait de déployer, de généraliser, de passer à l'échelle, comme on dit parfois, de déployer ces modèles réduits, dans le monde tel qu'il est, ça se cassait la figure.
Pourquoi ? Parce que le monde est très compliqué. Parce que le monde, il faut dans le monde tel qu'il est, tenir compte de toutes sortes de facteurs qui ne figuraient pas dans les micro-mondes. Et passer du micro-monde au monde réel, ça exigeait, c'est comme ça qu'on l'avait conceptualisé à l'époque, et c'est intéressant parce que ce problème se repose aujourd'hui encore, mais c'était déjà posé à l'époque, dans les années 80, que ça exige d'avoir le sens commun, ce qu'on appelle le sens commun, de résoudre le problème du sens commun. Et le problème du sens commun, c'est ce qui nous permet à nous tous d'opérer en tenant compte de toutes sortes de contraintes, de lois, de règles, de régularités qui sont à l'œuvre dans le monde tel qu'il est. Alors, des exemples, il y en a notamment, il y a tout ce qu'on appelle la physique naïve, c'est-à-dire tout ce que nous savons sans avoir jamais fait de physique. Beaucoup d'entre vous avaient fait de la physique, mais oubliez ça. Vous n'avez pas besoin, il n'y a pas un enfant de 6 ans sait très bien qu'il y a toutes sortes de choses qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas prendre. Je veux dire, pour saisir cette tasse, par exemple, il faut savoir qu'un liquide dans un contenant, il ne faut pas trop secouer le contenant parce que sinon le liquide se répand. Il ne faut pas non plus serrer comme un fou parce que si c'était par exemple une coupe de champagne, on aurait pu me servir d'une coupe de champagne, mais bon, il n'y avait pas apparemment. Donc on m'a servi ça dans une grosse tasse en porcelaine, mais imaginez une coupe de champagne, si je la serre comme un abruti, évidemment elle va s'écraser entre mes doigts. Et ainsi de suite. Il y a un nombre infini, apparemment infini, en tout cas très très vaste de connaissances que nous avons implicitement, que nous avons apprises, on ne sait jamais comment. La psychologie cognitive du développement essaye de le déterminer, mais c'est pas évident. Ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval, cette compréhension, et on en est très loin encore de l'avoir complètement. En tout cas, toutes ces connaissances sur la manière dont les objets ordinaires se comportent physiquement dans notre interaction avec eux, la manière dont les gens se comportent les uns avec les autres, la manière dont nous interagissons avec des institutions, des règles, des normes, etc. Tout ça, c'est ça qui nous permet de fonctionner efficacement dans le monde tel qu'il est. Et c'est ce dont les machines sont privées. Elles n'ont pas cette connaissance elles n'ont pas ce qu'ils appellent donc ce sens commun ou ce bon sens. Il y avait aussi le fait que les ingénieurs s'étaient imaginés, vous vous souvenez mon image qu'au début, les ingénieurs, ils s'interrogent un peu, ils font un peu d'introspection, ils vont peut-être faire quelques expériences de psychologie cognitive, mais ce sont fondamentalement des ingénieurs informatiques. Et ils n'avaient tout simplement pas les ressources intellectuelles, il n'y avait pas à leur reprocher, on ne peut pas être partout en quelque sorte, n'avaient pas les ressources conceptuelles qui ont été développées à la même époque, mais très lentement, très graduellement, par les sciences cognitives. Et ce divorce, en quelque sorte, entre l'informatique et les sciences cognitives a privé l'intelligence artificielle de ressources qui n'étaient pas encore à l'époque disponibles. Et une des questions qui se pose sur le développement de l'IA aujourd'hui, c'est de savoir si ces ressources-là, qui sont grandement développées par rapport à il y a 40 ans ou 50 ans, pourraient permettre à l'intelligence artificielle d'aujourd'hui, avec ses moyens nouveaux, etc., de franchir un certain seuil. Et puis il y avait évidemment, ça c'était l'argument, massu des informaticiens, ils disaient, mais regardez, ce que nous avons comme ressources computationnelles, tout le monde sait que nous avons chacun d'entre nous, sous la forme de notre smartphone, un ordinateur, je ne sais pas combien de milliers ou de millions fois plus puissant que ce dont disposaient les chercheurs à l'époque. Alors, toujours est-il que l'IA symbolique s'est trouvée en difficulté et qu'un autre paradigme s'est opportunément développé pour prendre le relais de l'IA symbolique. Alors, cette IA, je l'appelle connexionniste parce que c'est le terme qui avait été choisi à l'époque. Je dirai dans la prochaine slide que le terme a un peu changé, mais c'est quelque chose que vous allez reconnaître. C'est ce qu'on appelle le deep learning aujourd'hui. Alors, pour passer du paradigme symbolique au paradigme connexionniste, alors d'abord, sur le plan de l'histoire des idées, ce qui est intéressant, c'est que les deux paradigmes sont nés en même temps. En fait, ils trouvent leurs origines dans la cybernétique des années 1944, 45, 50. Il y avait un courant qui, a posteriori, s'est appelé symbolique et un courant qui, a posteriori, s'est appelé connexionniste, mais
la source était la même. Simplement, le courant connexionniste a été en quelque sorte, a progressé de manière souterraine, et c'est le courant symbolique qui occupait, le devant de la scène pendant une trentaine d'années. Mais le connexionnisme a finalement émergé, après avoir cheminé souterrainement, vers le milieu, tout à fait à la fin des années 70, mais surtout vers le milieu des années 80. Et alors, pour passer de manière simple du paradigme symbolique au paradigme connexionniste, il faut faire un certain nombre de conversions. Alors, par exemple, la première, c'est d'essayer de cesser de penser qu'il s'agit d'une personne, que l'organe ou le mécanisme à considérer, ça ne doit pas être une personne qui raisonne, mais ça doit être plutôt un cerveau qui perçoit. Alors il y a deux changements, là on passe de la personne au cerveau, c'est pas la même chose, et on passe d'idée de raisonnement ou de logique, si vous voulez, à la perception. C'est-à-dire qu'au lieu de considérer que la cognition, c'est une forme de logique étendue, on va essayer d'imaginer, de concevoir la cognition comme une forme de perception, ce qui ne va pas de soi. Il faut réfléchir pour arriver à ça. Alors, je ne sais pas par où je vais commencer. Je vais commencer par l'idée, de la perception. Quand vous raisonnez, au fond, qu'est-ce que vous faites? Vous passez par exemple, pour prendre modus ponens, que vous connaissez tous, vous passez de A, vous savez que A implique B, et donc vous concluez B. Par exemple, Socrate est mortel. Alors bon, qu'est-ce que je vais dire? Je prends le syllogisme, le célèbre, Socrate est mortel. Socrate est un homme, tout homme est mortel, donc Socrate est mortel. Il y a un petit entourloupe de quantification, mais voilà, acceptez ça. Donc, quand vous voir ça comme un raisonnement, c'est dire je pense, ma pensée pensante se saisit de la proposition Socrate est un homme, il se saisit d'autre part de la proposition tout homme est mortel, et donc il raisonne, et il aboutit à cette conclusion, c'est une sorte de calcul, que Socrate est mortel. Mais vous pouvez voir ça autrement. Vous pouvez voir ça comme une complétion. C'est-à-dire, au début, vous voyez une partie. Vous voyez une partie de la réalité. La partie qui dit « Socrate est un homme et tout homme est mortel ». Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez compléter cette image. Vous percevez par la pensée ces deux bouts, en quelque sorte, ces deux fragments, et vous complétez l'image, vous complétez le pattern en disant, pas en disant, mais en constatant, en percevant, vous complétez l'image en percevant que donc Socrate est mortel. Et je donnerai d'autres exemples peut-être plus tard, voilà, parce qu'il faut que j'avance, là je traîne un petit peu, je m'excuse. Donc, c'est ça l'idée de passer donc de l'idée de la logique, une logique étendue, une logique compliquée, etc., qui a occupé donc le paradigme symbolique, à l'idée d'une perception de pattern, de configuration. Alors, on oublie aussi l'information personnelle. Vous vous souvenez, j'avais insisté, ça paraissait bizarre d'appeler ça information personnelle, c'est-à-dire une information sur des propositions, des choses que nous pensons ou que nous pouvons penser consciemment. Et nous allons au contraire penser à une information qui va être dite infrapersonnelle ou subpersonnelle, qui n'est pas consciente et qui est plutôt l'information que peuvent traiter des neurones. C'est pour ça que je parlais du cerveau. Alors remarquez bien que c'est vraiment deux univers complètement distincts. Quand vous raisonnez, quand vous êtes en train de vous dire « bon, il est quelle heure, il faut que je pense à appeler je ne sais qui demain matin, etc. »
vous avez une saisie, un contrôle. Hein. Vous essayez éventuellement, si vous cherchez une information qui vous manque, à qui est-ce que je pensais que je dois appeler demain matin, qu'est-ce que j'ai oublié encore, on m'a rappelé d'eux, etc. Vous êtes en train de chercher quelque chose. Vous essayez de diriger votre pensée d'une manière qui est efficace. Quand vous percevez, vous n'avez aucun contrôle. Vous ne savez pas comment vous faites pour percevoir ce que vous percevez. Ça paraît même ridicule si je vous demande, alors je vous demande, est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous voyez que je porte un veston gris? Alors vous dites, oui, je vois que vous portez un veston gris. Alors, et je vous demande, mais comment vous faites? Comment ça se passe? Vous n'avez pas de réponse. Vous ne savez pas non plus comment vous faites pour retrouver un nom. Quand il vous manque un nom, hein, vous ne savez plus comment s'appelle je ne sais qui, et puis ça vient, vous n'avez aucun contrôle là-dessus. Vous avez des stratégies indirectes parfois d'essayer d'associer, etc. Mais vous ne savez pas comment vous avez cet accès lexical qui vous permet de parler. Hein. Vous pensez certainement, mais la manière dont vous produisez des paroles, des phrases qui font sens en principe, c'est pas dans votre contrôle. Et de la même manière, peut-être encore plus, comment vous faites pour comprendre. Vous ne savez absolument pas. Donc on n'est vraiment pas au niveau de l'information personnelle, celle sur laquelle on peut avoir un contrôle. Alors ça tombe bien parce que le cerveau, c'est pareil. Vous n'avez aucune espèce de modalité d'action sur votre cerveau direct. Hein, vous faites faire à votre cerveau un certain nombre de choses en lui disant, écoute, essaye de te souvenir comment s'appelle le boulanger. Mais comment le cerveau y arrive, ça, vous n'êtes absolument pas en position de contrôle. Donc, voilà l'idée du paradigme connexionniste, c'est de procéder à ce niveau-là et pas au niveau des pensées conscientes. Alors, il n'y a pas nécessairement une contradiction, puisqu'il y a certainement des physiciens dans la salle, vous n'êtes pas sans savoir qu'on peut décrire le même phénomène à deux niveaux. Un niveau macroscopique, celui de la thermodynamique par exemple, et un niveau microscopique, celui de la statistique. Donc, la microstructure, d'ailleurs, la Bible du connexionnisme, celle qui est sortie en 1985, en 2 énormes volumes que j'avais étudiés en leur temps, le sous-titre, c'est la microstructure de la cognition. Donc on va regarder la cognition, qu'elle soit d'ailleurs naturelle ou artificielle, au niveau de sa microstructure et pas au niveau de sa macrostructure. Mais elles ne sont pas nécessairement contradictoires. Ce qui est contradictoire, c'est l'ordre du jour, le programme de le prendre au niveau macro ou au niveau micro. Mais les deux niveaux, idéalement, devraient pouvoir être rendus compatibles. Et d'ailleurs, il y a des tentatives très intéressantes pour bien expliquer, en quelque sorte, comment les deux niveaux se rejoignent. Mais du point de vue stratégique, ce qu'a fait l'intelligence artificielle, c'est de passer à la stratégie micro. Et alors, pour ça, il faut renoncer... A priori, c'est un peu compliqué, mais il faut renoncer à prendre l'ordinateur standard, l'ordinateur de von Neumann, qui était en fait une sorte de matérialisation de l'approche symbolique, qui n'est pas adaptée. C'est un autre type de système matériel de traitement de l'information qui va marcher, qui sont ce qu'on appelle des réseaux de neurones. Alors, il ne faut pas entendre neurones en un sens trop... littéral, ce ne sont pas des vrais neurones mouillés, extraits des cerveaux d'humains ou de malheureux animaux. Ce sont des neurones formels qui sont des petits automates très simples qui ont une propriété fonctionnelle, une propriété fondamentale qui est évocative en quelque sorte, qui matérialise une propriété fondamentale du neurone, c'est-à-dire d'être actif ou pas actif selon les inputs qu'il reçoit des neurones auxquels il est connecté. Et donc, on va construire des réseaux de neurones qui sont des systèmes d'unités très simples, interconnectés, qui fonctionnent en parallèle. Donc ça, c'est une première chose très importante. Le système visuel est massivement parallèle, alors que le système logique,
en gros, est plutôt linéaire. On passe de Socrate est un homme, Socrate est mortel, etc., etc. Et on passe donc d'un système de traitement de l'information qui est séquentiel à un système qui est massivement parallèle. Et d'autre part, au lieu de lui donner des instructions explicites en lui disant tu fais ceci dans tel et tel cas, on le dresse en quelque sorte en l'exposant à des exemples, en lui disant ceci est un chat et si tu penses que c'est pas un chat, c'est que tu t'es trompé, je vais te punir, je vais te rectifier jusqu'à ce que quand tu vois un chat, tu répondes correctement que c'est un chat. Donc c'est en lui présentant des quantités astronomiques d'exemples. Et donc on arrive à une image de l'IA qui doit vous être assez familière parce que vous avez tous au moins lu des articles de vulgarisation de journalistes sur cette question-là. Donc on a eu le perceptron dans les années 60, qui était en quelque sorte l'ancêtre la première machine connexionniste, qui est passée par le connexionnisme que je viens de mentionner dans les années 80, qui a affecté aussi bien les sciences cognitives, où il a également supplanté le modèle symbolique. En matière d'intelligence artificielle, il s'est développé dans ces années-là, notamment grâce à quelqu'un dont vous connaissez peut-être le nom, parce qu'il est très connu en France, c'est un peu notre champion français de l'intelligence artificielle, qui s'appelle Yann Lequin, que j'ai bien connu, qui était étudiant d'ailleurs, au moment dans le bureau à côté du mien, donc je le connais bien. Et il y a eu un problème, ils ont eu des problèmes, le connexionnisme a traversé des hivers aussi, qui étaient en partie dus à des querelles d'école. L'IA symbolique ne se laissait pas comme ça chasser par le connexionnisme, donc elle a essayé de le laisser en marge, et puis finalement, un modèle connexionniste de reconnaissance d'image a remporté un concours célébrissime qui s'appelait ImageNet, une grande compétition en 2012. Et là, ça a fait ni une ni deux en quelques mois. Toute l'intelligence artificielle, je simplifie un peu, a basculé du côté connexionnisme. Et puis, ils ont changé de nom en même temps. Ils se sont appelés Deep Learning. Ça a été une décision absolument consciente. Comme le connexionnisme avait mauvaise presse dans les milieux informatiques et qu'ils n'arrivaient pas à faire passer des papiers dans les revues, etc., et dans les congrès, ils ont décidé d'appeler ça Deep Learning pour insister sur le fait que c'est du deep, que c'est learning, c'est de l'apprentissage, premièrement, et deuxièmement, deep, ça voulait dire qu'au lieu d'avoir un perceptron à 2 couches, ce qui ne marchait pas, il fallait mettre beaucoup de couches, donc c'était profond et l'apprentissage se faisait sur tout au long, en quelque sorte, de ce système de couches successives. Et puis on est arrivé à l'IA générative, donc les modèles massifs de langage, les GPT, les chats GPT, les modèles multimodaux et ainsi de suite. Donc c'est ce qui s'est passé. Alors maintenant, où on en est? Quelle heure est-il là? Oh là là, il faut que je m'arrête bientôt. Hein. Wow. Oh, je suis désolé. Bon, alors, je crois que je vais pouvoir aller vite, mais disons ça, je regrette parce que la deuxième partie, pour moi, est aussi importante que la première. J'aurais passé 1 heure et quelques sur la première et 15 minutes sur la seconde. Je me suis mal pris. Je suis désolé. Bon, alors maintenant, on en est où on en est là. On a ChatGPT, tout ça, l'IA générative et des discours absolument surabondants sur le fait que l'IA a réussi ou est sur le point de réussir, et que l'IA même présente des dangers, y compris des dangers existentiels, etc. Donc on se pose la question, est-ce que l'IA, l'intelligence artificielle, est sur le voie de la réussite? Donc il y a des optimistes et des pessimistes. On entend surtout parler des optimistes, parce que c'est quand même des gens qui ont intérêt à dire que ça marche et qu'il faut les croire. Hein. Ils ont le feu sacré, en quelque sorte. Et donc la question est de savoir, en fait, quelle est la question qu'on se pose quand on se demande si ça va réussir? Est-ce que l'IA va poursuivre sa conquête de différents secteurs d'activité, sa trajectoire actuelle? On voit que peu à peu, aussi bien l'activité publique des secteurs professionnels que l'activité même éventuellement personnelle, aussi bien dans les relations sociales, etc., sans rencontrer aucune limite. Ou bien est-ce qu'elle va produire des systèmes artificiels vraiment intelligents, c'est-à-dire le retour du rêve, hein, le premier rêve, celui de Simon, de Minsky, etc. Alors, je dirais qu'il y a des gens qui pensent que oui, que les deux vont ensemble, c'est-à-dire que premièrement,
tous les secteurs d'activité vont être impactés par l'intelligence artificielle, au point qu'on va tous perdre nos jobs, plus ou moins, enfin en poussant à l'extrême, puisqu'on aura des professeurs de mathématiques artificiels intelligents, des conférenciers artificiels intelligents, des pilotes de ligne artificiels intelligents, des médecins, des chirurgiens, etc. Et puis, en même temps, on aura, du coup, ipso facto, on aura réalisé des systèmes véritablement intelligents. Alors, je dirais que pour les principaux défenseurs de l'intelligence artificielle, il n'y a pas de doute. Hein. On y est presque, et même il faut éventuellement prendre des précautions, parce qu'une fois qu'on aura réalisé cette intelligence artificielle réellement intelligente, eh bien, comme elle est quand même beaucoup plus performante que nous, parce qu'ils vont beaucoup plus vite, etc., ils vont bientôt réaliser des super intelligences qui vont dépasser la nôtre, et qu'à ce moment-là, évidemment, dépassant la nôtre, ça va créer une sorte de race supérieure qui va prendre le contrôle de l'existence humaine, et qu'il faut donc se préserver d'une manière ou d'une autre de cette mésaventure. Et comment est-ce qu'on peut imaginer de le faire ? Alors c'est le problème de l'alignement. L'alignement, ça veut dire plusieurs choses techniques dans ce domaine, mais en l'occurrence, ça veut dire la chose suivante. Il faut que, et ça remonte un petit peu aux lois fondamentales de la robotique d'Asimov, il faut que les super-intelligences de demain aient les mêmes valeurs que les nôtres. Et nous avons pour valeur notamment la survie et la prospérité de l'espèce humaine. Donc si les super-intelligences qu'on est en train peut-être de fabriquer sont alignées sur nos valeurs, ils vont aussi avoir pour objectif la prospérité et la pérennité de l'existence humaine. Simplement, le problème, c'est qu'on ne sait pas du tout comment faire pour réaliser cet enseignement. Bon, alors, la plupart des gens raisonnables, y compris les enthousiastes, considèrent qu'il manque quand même encore quelque chose, qu'on n'y est pas tout à fait quand même. Et un certain nombre de gens pensent qu'on y est quand même presque à cause de l'intelligence artificielle générale. Au point qu'il y a un article intéressant, notamment dont le premier signataire est encore un de ces Français qui travaille à Silicon Valley, qui explique qu'il y a une sorte d'étincelle d'intelligence générale, en tout cas, de nouveau cette idée d'intelligence générale qui est devenue pratiquement synonyme. Générale, ça veut dire qui est la bonne à tout faire de l'intelligence, mais en même temps, c'est devenu aujourd'hui, dans les discussions, synonyme d'intelligence de niveau humain, human level intelligence, comme ils disent. Alors donc, il y a l'idée qu'on y est, alors on critique, on dit que ChatGPT a des hallucinations, que c'est pas parfait, etc., etc. Mais je crois qu'on se rassure un petit peu à bon compte. En réalité, le ChatGPT et l'intelligence artificielle générative présentent effectivement des caractéristiques qui sont très troublantes. J'en parlais encore, enfin on en parle avec beaucoup de gens, mais j'en parlais avec Jean-Paul justement avant la conférence. Nous sommes tous les deux étonnés. Et ce qui est frappant, c'est que il reste à comprendre comment. Alors, il manque beaucoup de choses. Une chose qu'on ne comprend pas, les obstacles à notre compréhension sont de deux ordres. D'abord, il y a ce que les ingénieurs savent et ne nous disent pas, parce que c'est protégé par le secret industriel. Et aussi ce que les ingénieurs ne comprennent pas eux-mêmes, à savoir qu'ils sont arrivés à ces résultats en grande partie de manière empirique, pas complètement empirique, ils ont un savoir-faire, une expérience, etc. Et il y avait des idées fondamentales qui venaient du traitement automatique du langage et de la représentation vectorielle du sens des mots, qui était une idée géniale, qui a rencontré l'idée géniale de l'architecture transformer, qui est une forme particulièrement élaborée des réseaux de neurones profonds. Donc la rencontre de ces deux idées fondamentales a donné lieu à ces systèmes, mais ces systèmes, les propriétés de ces systèmes n'ont pas toutes été voulues. Elles ont été découvertes peu à peu par les ingénieurs eux-mêmes qui sont bien en mal de les expliquer complètement. Alors, dernière chose. Pourquoi
est-ce que je pense, donc vous vous souvenez de cette opinion dont je disais qu'elle était minoritaire, même si je n'étais pas le seul à la défendre, qui est que l'intelligence artificielle a beau faire des progrès stupéfiants, ce que je suis le premier à reconnaître et à être émerveillé et parfois effrayé aussi, mais que pourtant elle ne rejoint pas l'intelligence artificielle, l'intelligence humaine, pas plus que un chien qui court après la Lune va pouvoir la mettre derrière soi. Il court vers la Lune, mais la Lune est toujours devant lui. Pourquoi ? Eh bien, c'est parce que je dirais que l'intelligence humaine, contrairement à l'intelligence artificielle, ne se contente pas de résoudre des problèmes. Trouver une stratégie gagnante au jeu de dames ou trouver le meilleur circuit possible pour les autobus scolaires de Villeneuve-d'Ascq. Ça, c'est résoudre des problèmes. Et l'intelligence artificielle, effectivement, résout des problèmes comme l'intelligence humaine et parfois mieux. Et de plus en plus, comme l'intelligence humaine, et de plus en plus mieux que l'intelligence humaine, une variété toujours plus grande de problèmes sont résolus par des systèmes d'intelligence artificielle. Mais je dis que l'intelligence humaine, c'est fondamentalement autre chose. Ça n'est pas dire qu'elle ne résout pas. Quand quelqu'un résout un problème difficile, nous avons tendance à le créditer d'intelligence, évidemment. Et d'ailleurs, ce sont des termes ordinaires. On ne va pas obliger les gens à utiliser le mot intelligence d'une manière particulièrement ceci ou particulièrement cela. Donc, reconnaître que quelqu'un qui résout des problèmes difficiles est intelligent, que quelqu'un qui est entré à Polytechnique du premier coup est intelligent, ok, très bien. Mais je dirais que ce n'est pas ça l'essence de l'intelligence. Selon moi, l'essence de l'intelligence, c'est la capacité de faire face de la manière la plus appropriée à une situation. Et faire face à une situation, c'est très différent de résoudre un problème. Ça peut conduire à se poser un problème. Mais toute la question, c'est de poser le problème. Quand vous êtes dans une situation, c'est quelque chose qui est concret. Ce qui se passe, c'est comme ça que j'utilise le mot situation. C'est un terme, une utilisation un peu particulière. Là aussi, on utilise le mot situation à tort et à travers, et c'est très bien comme ça. On ne va pas faire la police de la sémantique. Mais le concept de situation qui me paraît important, c'est le suivant. Alors attendez, je vais mettre quand même, voilà, faire face à une situation de manière appropriée, une situation dans ce sens un peu technique que je vous propose d'accepter, c'est un état de choses singulier, c'est-à-dire c'est quelque chose qui arrive une fois, c'est une fois, en ce moment, je suis dans une situation particulière, c'est à un certain endroit, à un certain moment, cette situation me concerne, c'est ma situation, c'est la situation dans laquelle je suis, c'est pas la situation dans laquelle un autre conférencier une autre fois sera, même s'il y a des points communs. C'est la situation dans laquelle je suis, qui est particulièrement désagréable, parce que je dois terminer cette conférence dans les 2 minutes, et donc c'est un peu difficile pour moi. J'y fais face de la manière la plus appropriée. Si c'est pas très approprié, ça veut dire que j'aurais pas fait de preuve d'une grande intelligence, en l'occurrence. Par exemple, je vais continuer de parler beaucoup trop longtemps, vous allez devenir très impatient, etc., etc. Ce serait pas une bonne façon de faire. En tout cas, je suis engagé, c'est ma peau que je sauve en quelque sorte, j'ai un enjeu. Et ce que je dis, c'est que 2 choses, c'est que premièrement, passer d'une situation à un problème, c'est avoir la capacité de poser le problème, et parfois il n'y a pas de problème à poser. Parfois, la manière intelligente de gérer une situation, c'est d'attendre que ça se passe, par exemple. Là, on ne pose pas de problème, il n'y a pas de problème à poser, on ne voit pas. Parfois, c'est poser un problème et ultérieurement, éventuellement, le résoudre. Mais poser un problème dans une situation qui comporte une infinité de paramètres qui peuvent être pertinents, qui ne sont pas, par exemple, fait partie de la situation dans laquelle je suis, la couleur des murs. Mais ce serait vraiment idiot de ma part d'essayer de me tirer du mauvais pas où je suis maintenant en réfléchissant à la couleur des murs. C'est clair que la couleur des murs n'a rien à voir. Bon, c'est un exemple très simple. Mais toute situation présente une infinité d'aspects et l'intelligence consiste à se limiter aux aspects qui sont pertinents pour me conduire éventuellement à poser un problème. Et donc, cette capacité-là, c'est une capacité dont je dis que les systèmes artificiels intelligents que nous connaissons n'ont pas.
parce qu'ils n'ont pas d'enjeu, parce qu'ils sont abstraits, parce qu'ils n'ont pas ils ne sont pas concernés, si vous voulez. Un système intelligent, un système artificiel peut aussi bien gagner que perdre une partie d'échecs. Lui, il s'en fiche complètement. Il fait ce qu'on va lui dire. Alors, comment est-ce qu'il faudrait être, que faut-il pour être dans ou au centre de la situation, de vivre une situation et de la gérer? Eh bien, il faut faire partie intégrante du monde, il faut pouvoir l'habiter, d'abord pour explorer et interagir en temps réel sur des entités réelles et pas des représentations ou des informations sur ces entités réelles, pour acquérir une familiarité avec le monde qui permet d'en comprendre certains aspects fondamentaux sans devoir partir à zéro en les analysant séparément tous les traits. Tout ceci est au niveau de la reconnaissance d'une forme, si vous voulez. C'est un peu un héritage de la Gestalt psychologie pour ceux qui connaissent. Et ça nécessite un corps. Et il faut aussi avoir un enjeu personnel, risquer sa peau. Et ça aussi, ça exige, ça nécessite un corps, le corps qui est au fond le véhicule du soi. Il faut qu'un soi soit engagé. Alors tout ça, c'est quelque chose qui échappe, selon moi, à l'intelligence artificielle. Et je conclus, en m'excusant encore une fois sur la très mauvaise gestion du temps. L'objectif que l'IA poursuit en réalité, c'est d'automatiser la résolution de tous les problèmes, de toutes les tâches possibles, et elle est bien partie. Je ne dis pas du tout qu'elle y arrivera à tout faire, mais je pense, ça c'est le point numéro 3, en rouge, le potentiel de l'IA est sans limite préassignable. C'est-à-dire que ma conviction intime, c'est qu'un certain nombre de problèmes ne seront jamais résolus par l'intelligence artificielle, y compris des problèmes scientifiques, mais pas seulement, alors même que je sais que l'IA contribue actuellement à résoudre des problèmes scientifiques, mais pas toute seule. Elle ne les pose pas. Mais je ne pense pas que j'ai pas d'argument solide pour dire ça va s'arrêter là. Mais l'intelligence ne se réduit pas à la résolution de problèmes. Elle consiste en l'aptitude à faire face à des situations. Et pour qu'un système artificiel puisse être au centre d'une situation, la vivre en quelque sorte comme sa situation, il faudrait au moins qu'il ait un corps qui soit le sien au sens fort. C'est mon corps, c'est pas simplement un robot qui est branché sur l'intelligence artificielle. Témoin de son engagement continu dans le monde, il faudrait aussi qu'il soit sensible à la normativité et irréductible de ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que ça veut dire agir de manière appropriée? Et on ne voit pas comment arriver actuellement, par les moyens intellectuels et techniques de l'intelligence artificielle, on ne voit vraiment pas une voie qui mènerait à une situation de ce genre. Si bien que l'intelligence artificielle apparaît aujourd'hui comme infiniment loin de l'intelligence. Et là-dessus, ayant très mal géré mon temps, ayant été bête comme tout, je me tais. ChatGPT, d'une certaine façon, il ne résolve pas de problème. C'est vrai. Il se glisse dans la question, il se glisse dans le vocabulaire, la situation, donc ce qu'on appelle le prompt, etc. Et puis, ils font quelque chose, on ne sait pas trop bien quoi, puisque justement, on ne sait pas ce que fait exactement le réseau qui construit la réponse. Et donc, est-ce qu'on ne s'est pas quand même un petit peu approché de ce que tu considères comme l'intelligence humaine véritable? Oui. Je dirais qu'il y a deux manières de dire, il y a deux manières de voir. Une chose, c'est de remonter en quelque sorte à ce qu'on sait que fait le modèle ChatGPT, le modèle analogue, à un certain niveau de fonctionnement. On sait qu'il complète, en quelque sorte, le prompt. Donc, en un sens, et un certain nombre de gens ont dit que ChatGPT, c'est simplement un compléteur. Vous avez sur vos téléphones portables et sur vos ordi maintenant, vous commencez à taper bien et il propose tout de suite cordialement virgule. Et donc, c'est un compléteur, en quelque sorte, très, 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 très élaboré. Et on sait effectivement que ce qu'il fait, c'est qu'il cherche dans les innombrables connexions qu'il a apprises en absorbant l'essentiel de ce qu'on trouve sur Internet à peu près sensé,
il complète de la manière la plus vraisemblable la suite, en quelque sorte, du prompt. Donc, en ce sens, il résout un problème qui est quelle est la suite la plus vraisemblable du prompt. Alors évidemment, c'est peut-être réducteur de d'écrire ça, parce qu'à un autre niveau, n'est-ce pas, un niveau émergent, il semble bien qu'il fasse autre chose. Alors cette autre chose, est-ce que c'est véritablement une prise en compte de la situation, ou est-ce que c'est une sorte de simulacre? C'est-à-dire que c'est une sorte de tour de prestidigitation, un effet non voulu de ce mécanisme d'extension, de prolongation la plus vraisemblable. Mais je reconnais que ChatGPT semble faire, en un sens, il résout le problème suivant. Vous lui demandez quelque chose, il va répondre d'une certaine façon, il va fournir une solution. Mais il est vrai que contrairement à un problème tel que je le caractérise dans mon livre, c'est-à-dire comme quelque chose qui a une solution, par exemple une équation du second degré, c'est une solution qui consiste en les deux racines de la solution, ou seule ou zéro. Et il n'y en aura pas 36. Tandis que quand vous demandez à ChatGPT de vous, je ne sais pas, de vous proposer un menu pour la fête de mariage de votre fils, il n'y a pas qu'une solution, il y en a des tas. Il y en a des tas, donc il fait plus que, disons, résoudre un problème, en tout cas élémentaire. Mais il résout quand même un problème. Il vous fournit la recette, le menu du mariage de la fête de mariage de votre fils. Mais si tu veux m'aider à répondre, je suis preneur. Hein. Je suis preneur. Qu'est-ce qui peut se poser une question? Merci. C'est une question en plusieurs morceaux. D'abord, merci pour votre conférence. Je n'ai pas bien compris la différence que vous faisiez entre l'IA générale et l'IA forte. Second point, est-ce qu'un ensemble d'IA faibles, c'est-à-dire de résolution de petits problèmes, est-ce qu'un ensemble d'IA faibles peut conduire à une IA forte? Ah, ça c'est une très bonne question. Et vous en avez une autre? Troisième point, les lois d'Isaac Asimov et les systèmes d'armes létaux autonomes sur lesquels il y a au moins une dizaine de pays dans le monde qui travaillent. Voilà, c'est une question. Oui, oui. Alors, attendez. Pour ce qui est de... J'aborde en fait ce point tout à fait intéressant. Pourquoi est-ce que ceux qui disent... Donc, le projet de l'intelligence artificielle, générale artificielle, a été lancé par un groupe de chercheurs en IA qui était très insatisfait, c'était il y a une vingtaine d'années à peu près, de l'état du domaine à l'époque, en disant mais c'était pas du tout ce qu'on avait visé au début, on a maintenant des petits systèmes spécialisés, on a laissé tomber l'ambition et on veut donc restaurer cette ambition. Et aucun d'entre eux n'a pensé à dire, au fond, pourquoi on ne prend pas le répertoire de tous ces systèmes spécialisés, et ensuite, on va dire, vous prenez une tâche quelconque, le super système va identifier le sous-système pertinent, et il va le résoudre. Et la réponse est curieusement, dans la fin de mon propos, encore très condensé, qui est la suivante, c'est qu'il faudrait pour cela que le super système puisse identifier le problème. Il faudrait qu'il puisse tout seul dire « Ah, ça c'est un problème d'optimisation de l'itinéraire des bus scolaires à Villeneuve-d'Ascq, et ça c'est un problème de stratégie au jeu d'échecs, et ça c'est encore autre chose. » Et c'est parce qu'il ne peut pas poser un problème, il ne peut pas identifier un problème en tant que tel, qu'il ne peut pas non plus diriger en quelque sorte son attention vers le module spécialisé en question. Donc ça c'est ma réponse à votre deuxième question, je crois. Pourquoi l'IA? Ah oui. Alors la première question c'est quelle distinction y aurait-il à faire entre IA générale et IA forte? On pourrait imaginer, et c'est d'ailleurs ce qu'imaginent actuellement
les enthousiastes, disons, de ChatGPT, etc., ils disent nous approchons d'une intelligence générale, générale artificielle, IGA et pas IAG, intelligence, non, IGA, oui, intelligence générale artificielle, nous en approchons, mais nous ne prétendons pas pour l'instant qu'elle est consciente. Donc c'est la conscience qui lui manque. Et pour ce qui est de la troisième chose, alors c'est tout à fait, évidemment sur le plan pratique, c'est absolument essentiel. Qu'est-ce qu'on entend par autonomie d'un système d'armes, d'un robot quelconque? Et là, ce qui est intéressant, c'est de faire, disons, de distinguer une sorte d'autonomie fondamentale qui se rapporte peut-être à notre libre arbitre, de séparer cette question-là de la question de l'autonomie relative. C'est-à-dire, quand vous envoyez un drone et vous dites c'est lui qui va décider si l'ennemi présumé, ce personnage-là, au fond du désert, doit être éliminé ou non, sur la base d'un certain nombre d'indices dont je dispose, c'est lui qui décide. Mais est-ce que c'est vraiment lui qui décide? Est-ce qu'il a une autonomie réelle? Non, il a une autonomie déléguée, qui est au fond pas tellement différente dans sa nature que l'autonomie d'un programme informatique quelconque qui a une clause conditionnelle qui consiste à dire si dans ta mémoire numéro truc tu as un nom qui est XF32, alors tu fais ceci. Est-ce qu'on va dire que le programme informatique est autonome parce qu'il a pris cette décision-là? On lui a délégué, on lui a préparé sa décision. Mais néanmoins, il y a des degrés, en quelque sorte, de délégation. Et je pense que le débat très difficile aujourd'hui, c'est de savoir quel degré de délégation on va donner au système. Et ça, c'est un problème, effectivement, dramatique sur lequel se penche énormément de gens. Je n'ai pas de solution personnelle. Enfin, il y a deux questions. Il y a la question de ce qui est réalisable techniquement de manière suffisamment fiable. Parce que si vous confiez à un système, un robot, une arme létale, autonome, vous lui confiez une décision qu'elle n'est pas en réalité capable de prendre dans le vrai monde et qui va se laisser induire en erreur, alors là, vous encourez une responsabilité sérieuse, c'est-à-dire vous mettez sur le marché un système qui ne marche pas. Et la deuxième question, c'est si le système marche, est-ce qu'il est éthique de le mettre en marche, de le déployer? Merci. Vous avez une question? Je vous remercie beaucoup pour cet exposé très, très intéressant, qui était abrégé parce que c'est vraiment très, très difficile, cette question-là, que vous exprimer. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort parce que Je vous remercie pour cet exposé très intéressant sur cette question aussi délicate. Je partage tout à fait votre conclusion. Je viens de terminer un livre d'Hilbert Morin sur l'intelligence de la complexité. Et vraiment, j'invite tout le monde à le lire parce qu'il pose toutes les questions fondamentales sur la complexité de l'intelligence humaine. Il disait à l'époque, c'était 90, je crois, quelque chose de ce genre-là, que n'importe quelle intelligence artificielle ne peut pas prendre cette complexité en jeu. Je pense que c'est important, moi je suis tout à fait d'accord, vous êtes clair sur la conclusion de cela. Maintenant, il y a un certain nombre de questions. Les questions sur les conséquences de l'intelligence artificielle sur deux points. Je souhaiterais vous donner des éclaircissements. L'incidence sur l'intelligence humaine. Parce qu'il y a beaucoup de travaux qui font que maintenant les jeunes, ou bien tout le monde, ou bien feignant du fait qu'on a un certain nombre de connaissances qui sont tout à fait prêtes là, et que du coup on manque de plus en plus de raisonnement. Comment vous voyez cet aspect négatif qui peut être sur l'humanité? Second point, c'est sur l'interaction entre l'intelligence artificielle, la défense et la guerre. Vous en avez parlé un peu, la défense et la guerre. Actuellement, l'actualité, c'est la guerre à Gaza, et on parle beaucoup de l'intelligence artificielle utilisée par l'armée israélienne, sur des algorithmes dans un programme qui s'appelle Abstra, c'est ce qui est déjà parlé. On parle
maximiser une destruction par l'intelligence artificielle, on parle de produire des cibles par un véhicule massif, on parle d'usines d'assassinat, etc. En ce sens-là que, et en ce moment, c'est le débat. Comment vous voyez ces dérives-là par rapport à cet outil d'intelligence artificielle? Merci. Alors, merci beaucoup pour votre remarque initiale et vos deux questions. Très rapidement, non. Déjà, la référence à Morin m'intéresse parce que j'ai commencé à étudier toutes ces choses-là au CREA, et l'un des aspirateurs, le panthéon du CREA, comportait justement Edgar Morin. Et donc j'ai peut-être été indirectement influencé. Je n'avais pas vraiment lu de très près ses travaux, mais enfin sa pensée générale sur la complexité, etc., a certainement inspiré beaucoup les travaux historiques, notamment du CREA Première Manière, qui a fait une étude de la cybernétique, de la première et de la seconde cybernétique. Et j'avais pris connaissance de ces travaux, c'est comme ça que j'ai mieux compris ce qu'était la cybernétique, etc. Donc il y a une certaine continuité, donc je vous remercie de cette référence à Morin. La deuxième question est très intéressante parce que, en gros, ce que vous dites, c'est qu'on sait désormais beaucoup de choses sur les sciences cognitives, disons la psychologie scientifique, mais prolongée par d'autres moyens qui sont à la fois conceptuels, qui sont les neurosciences, qui sont la neuropsychologie, enfin toutes ces disciplines, n'est-ce pas, qui convergent et qui constituent les sciences cognitives. Bon, le premier livre qu'a mentionné Jean-Paul en me présentant était justement une réflexion épistémologique sur les sciences cognitives, justement. Donc, si vous avez le courage, vous pouvez vous référer à ce premier livre. Donc, je suis assez content, à vrai dire, pas trop mécontent, mais qui a été beaucoup moins lu qui a attiré beaucoup moins l'attention que l'actuel. Mais fermons cette parenthèse. Donc, les sciences cognitives nous révèlent beaucoup de choses sur les mécanismes mentaux. C'est vrai, loin d'avoir un tableau complet, très très loin d'avoir un tableau complet, mais néanmoins un tableau beaucoup plus riche que ce qu'on avait il y a encore 30 ans ou 40 ans. Maintenant, dans un manuel de sciences cognitives ou dans un traité de sciences cognitives, en général, ça a peut-être tout à fait changé parce qu'il en sort tout le temps. Mais enfin, pour ce qui est des deux que j'ai dirigés ou co-dirigés, il n'y a pas de chapitre sur l'intelligence. Et de manière générale, l'intelligence ne fait pas partie, curieusement, des chapitres principaux des sciences cognitives. Alors ça nous interpelle, d'abord il y a une question là de sociologie et d'histoire des sciences qui sont très intéressantes, que je n'ai pas le temps de développer, mais il y a un point très important, c'est que, en gros, l'intelligence, à mes yeux, d'abord c'est une propriété relationnelle, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas, il n'y a pas une intelligence qui est une propriété de votre cerveau. C'est une propriété de rapport que votre cerveau établit avec l'environnement, rapport qui mobilise vos capacités cognitives fondamentales, mais qui ne s'identifie pas à ces capacités fondamentales. Alors ça, c'est un point assez important, c'est un point, qui relève généralement d'une stratégie anti-réductionniste intelligente. Qu'est-ce que j'entends par là? Anti-réductionniste, ça consiste à dire, bon, le réductionniste, c'est ce que Bachelard caractérisait de manière caricaturait, en disant que le réductionnisme explique la fleur par l'ongret, ou explique le tableau par l'assemblage des pigments sur la toile. Vous pouvez regarder les pigments, tout ce que vous voudrez, en faire une analyse fréquentielle, tout ce que vous voudrez. Ils sont en train de faire ça pour Bach, notamment en ce moment, je viens de lire. Vous n'allez pas expliquer ce qui fait qu'un tableau est sublime ou pas. Donc, la propriété d'être sublime, d'être un tableau sublime, ou la propriété d'être une décision morale, une décision conforme à la morale ou à l'éthique, c'est du même ordre que la décision qu'un comportement est intelligent. C'est-à-dire que ça mobilise une description objective de ce qui a été mis en jeu dans ce cas particulier, mais ça ne se réduit pas à des régularités sûres, à une description des régularités
réalité des lois ou des règles auxquelles obéissent ces différents modules. C'est une façon d'assembler ou de moduler, de mobiliser ces capacités ou ces modules d'une manière qui est appropriée à la situation. Donc, voilà pourquoi à la fois les progrès des sciences cognitives vont jeter des lumières de plus en plus intéressantes sur l'intelligence, mais ne vont jamais expliquer l'intelligence, parce que fondamentalement c'est une propriété d'abord relationnelle, c'est pas le cerveau simplement, mais c'est le cerveau mis dans un environnement, dans une situation particulière, et deuxièmement parce que c'est normatif, c'est fortement normatif, c'est-à-dire que ce qui va paraître intelligent à un certain moment est quelque chose qui se discute, alors que les choses qui sont objectives ne se discutent pas. Alors il y a beaucoup de cas dans lesquels la discussion se termine rapidement. Si on est dans la situation que la maison est en feu, que le bébé ou la grand-mère est encore enfermé, la chose intelligente et courageuse d'ailleurs à faire, c'est de sauver le bébé et la grand-mère de la manière la plus apte possible, en prenant, je ne sais pas, l'escalier et pas l'ascenseur, etc. Donc dans beaucoup de cas, l'intelligence d'un comportement ne se discute pas sérieusement. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne se discute jamais. Donc ça, c'est une réponse rapide pour la deuxième question. Et quant à la troisième, écoutez, toutes les armées du monde, il n'y a pas que l'armée israélienne, toutes les armées du monde actuellement sont en train de se demander quel bénéfice elles peuvent tirer des méthodes d'intelligence artificielle, et cela de manière aussi bien offensive que défensive, en se disant que si qu'une armée qui ne ferait pas le meilleur usage, qui ne déploierait pas de manière préventive les meilleures techniques d'intelligence artificielle, serait absolument écrasée par une armée qui, elle, au contraire, aurait exploité l'intelligence artificielle. Donc, on peut... de ce point de vue-là, l'intelligence artificielle n'est pas quelque chose de très différent des armes les plus perfectionnées. On n'aime pas la guerre, on peut être contre la guerre, on peut considérer que certaines armes sont particulièrement, par exemple, les bombes à fragmentation, par exemple, les armes chimiques ou les armes bactériologiques, certaines sont autorisées, d'autres ne sont pas. Est-ce qu'il faut interdire l'intelligence artificielle en matière militaire? C'est d'autant plus difficile qu'il n'y a pas vraiment de frontières nettes, n'est-ce pas? Déjà, les armées utilisent déjà des méthodes informatiques avancées depuis longtemps. Et l'intelligence artificielle, c'est simplement qu'elles sont de plus en plus perfectionnées, si vous voulez. Voilà. Mais je serais heureux qu'il n'y ait pas de guerre, et je serais heureux qu'elle soit livrée de la manière la plus humaine possible. Mais ça, c'est un problème qui me dépasse. Bonsoir monsieur, merci infiniment pour la richesse de votre exposé, qui a stimulé en moi de nombreuses réflexions. Alors ma question sera un peu le pendant de la question sur Ethermore. Ma première remarque, c'est bravo pour avoir laissé un espace pour la pensée théologique. Vous avez cité Saint-Augustin, vous pourriez citer Thomas d'Aquin. Je pense qu'il faut prendre au sérieux le geste intellectuel qu'ont eu les philosophes du Moyen-Âge pour penser la question de l'intelligence humaine par rapport à la question de l'intelligence divine. Et qu'est-ce qu'on fait d'un problème insoluble? Ça, à mon avis, ça, c'est un point important. Peut-être qu'il y a une dimension, mais c'est pas un reproche de ma part, je ne suis pas une autorité dans le domaine, une dimension qui a été, à mon avis, sous-estimée, c'est la dimension anthropologique. Et pour aller vite, puisqu'on a peu de temps ce soir, je voudrais partager une référence qui me semble majeure, qui m'a bouleversé ces dernières semaines quand je l'ai lu, c'est Bernard Lahire, les structures fondamentales des sociétés humaines. Les sociétés humaines sont d'abord des sociétés animales. Il faut en tirer toutes les conséquences. Mais c'est une société particulière qui se pose le problème de l'intelligence et qui voue son destin à la réponse à cette question. Et je pense que là, Bernard Lahire a réussi à faire dialoguer les sciences humaines et sociales sur les structures anthropologiques de sociétés humaines. Donc ça, c'est une référence qu'on peut partager. C'est pas un reproche, mais par rapport à mon parcours, il y a une chose qui me sidère, mais c'est peut-être la France, je sais pas, c'est qu'on n'arrive pas à faire dialoguer les meilleurs scientifiques. Je vous jure, excusez-moi, il existe des milliers de travaux, je dis bien des milliers de travaux, dans l'espace francophone, anglo-saxon et germanique, sur la question de l'intelligence au XXe siècle. Alors moi, je suis issu de la tradition Inob. Alors avant l'Inob, il faut saluer Linné Simon, un geste extraordinairement courageux, audacieux et épistémologiquement radical d'avoir imaginé une échelle de mesure de l'intelligence. Ce serait intéressant de voir dans quel contexte ça a été rendu possible.
donc son échelle métrique de l'intelligence 1905, réalisée en 1909 et 1911, c'est des moments capitaux. De cela a né une institution qui existe toujours aujourd'hui et qui fêtera son centenaire dans quelques années. C'est l'Institut national d'orientation professionnelle, que vous connaissez sans doute parfaitement. Pierron, bien sûr, Piaget, bien entendu, Maurice Reclin, les styles cognitifs que vous avez abordés, la psychologie différentielle, la psychométrie que vous avez évoquée. Enfin bref, on a là des travaux importants, reconnus sur le plan international et qui sont à mon avis sous-estimés. C'est-à-dire chacun est dans sa niche, il est excellent dans sa niche, mais il n'y a pas de dialogue entre les deux. Les abeilles font mieux quand elles construisent une ruche. Enfin, je pense que là, il y a quelque chose de dommage. Alors, un cerveau, en fait, la question c'est comment fonctionne un cerveau humain. Et je vais arrêter là. Je pense qu'on ne peut pas ne pas tenir compte du fait qu'un cerveau rêve. Un cerveau se met en sommeil. Ça ne veut pas dire qu'il ne fait rien. Et donc, lire Freud, lire Jung, lire Lacan, s'intéresser au surréalisme, ce sont des sources extraordinaires pour peut-être avancer sur cette question d'intelligence humaine. Et le dernier mot, c'est que peut-être une société deviendra humaine le jour où elle se posera la question des conditions de possibilité d'éducation à la paix. Et là, je rejoins Edgar Morin et tant d'autres. Merci beaucoup. Merci. Bon, il y aura la réponse, mais je vous remercie beaucoup. Ce que vous avez dit résonne pas mal avec ce que je pense et ce que j'ai soit déjà écrit ou que j'aimerais écrire un jour. Quand j'en aurai la force, je me suis penché un peu justement sur l'histoire du quotient intellectuel et de la psychométrie, de la psychologie différentielle, et c'est distinguer, effectivement, parce qu'il y a eu des vagues, vous avez tout à fait raison, on a complètement enterré, en quelque sorte, la psychologie scientifique, cognitive, moderne, a complètement mis de côté la question de l'intelligence, mais il y a une renaissance de la réflexion sur l'intelligence, et j'ai essayé dans un exposé récent, mais ce qui était une première tentative, donc j'ai encore beaucoup à travailler sur l'histoire de la psychologie scientifique de l'intelligence depuis Binet. Je crois que c'est absolument essentiel. Anthropologie et pensée animale, essentielle, absolument, tout à fait essentielle. Alors en revanche, je dois avouer que une fois que j'avais réfléchi un petit peu à la question de l'intelligence divine et des problèmes insolubles, mais vous pouvez bien me rappeler, c'est une source absolument fondamentale. Moi je cherche justement, j'ai atteint l'âge où j'ai pas besoin d'être dans les rails de qui que ce soit, et donc je suis toujours je fais toujours bon accueil à des suggestions telles que les vôtres. Bon, on pourra peut-être discuter par mail. Je propose que quelqu'un pose une dernière question, si on a... Bonjour, merci beaucoup d'avoir pris surtout le temps de développer toute cette histoire de l'intelligence artificielle, même si en réalité je n'aime pas du tout ce terme. Surtout pour parler des IA. En réalité, quoi, j'ai pas entendu. Je n'aime pas du tout ce terme d'intelligence artificielle pour parler des IA actuelles, en tout cas, de ces gammes. Et c'est pourquoi, en fait, je trouvais ça assez intéressant de poser cette question-là, puisque James Bridle, en 2022, prenait le temps d'essayer de redéfinir cette question-là de l'intelligence artificielle et de l'intelligence humaine, parce que je suis d'accord avec vous que ces intelligences artificielles ne sont pas encore arrivées à ce niveau-là, on n'est pas prêt d'y arriver. Et James Bridle reprend l'idée qu'on utilise ce terme d'intelligence pour parler de ces IA, pour parler de ces gammes, donc réseaux antagonistes de neurones. Pourtant, si on considère que ces réseaux de neurones sont des intelligences, alors en réalité, ces intelligences artificielles sont déjà partout. Et il considère donc que des forêts primaires, comme des forêts, je sais pas, de séquoia, comme il y a aux États-Unis, qui fonctionnent sur des systèmes neuronaux, entre guillemets, sont des intelligences. Pardon. Des intelligences. En quelque sorte, c'est pourquoi je voulais vous poser cette question-là. Quel regard portez-vous du coup sur ces questions de, si on considère du coup ces réseaux de neurones comme étant des intelligences, alors les réseaux de neurones qui sont partout entre guillemets sont aussi des intelligences? Oui, enfin pour moi, je suis pas sûr d'avoir tout entendu pour des raisons simplement de résonance auditive, mais je crois que ce dont vous parlez relève de ce qu'on appelle souvent l'intelligence collective. Et donc l'intelligence des insectes, l'intelligence des... Voilà. Et qu'il y ait des formes d'intelligence
en un sens généralisé d'intelligence, ça ne me paraît pas particulièrement gênant. Au contraire, je trouve que c'est une bonne idée. Moi, je travaille un peu sur différents dispositifs d'intelligence collective. On peut dire qu'en un certain sens, Internet est une forme d'intelligence collective, et pourtant elle est dans la tête de personne. Elle n'a pas été voulue comme telle explicitement. Et pourtant, on a envie de dire que c'est quelque chose qui a en commun avec l'intelligence humaine, par exemple, différentes formes d'intelligence animale, a quelque chose en commun. Mais je ne vois pas vraiment, je vois pas l'objection en quelque sorte. Vous pensez qu'il vaut mieux regarder les choses de manière beaucoup plus globale, en quelque sorte l'intelligence humaine, où les réseaux de neurones seraient une forme particulière de quelque chose de plus général. C'est un peu ça, là. Je parlais surtout du principe que si l'on considère ces réseaux de neurones comme étant des intelligences par le terme d'intelligence artificielle que l'on utilise de manière maintenant automatique, est-ce que, c'est simplement une réflexion, est-ce que l'on peut du coup considérer tout réseau de neurones qu'on trouve dans la nature comme étant des intelligences? Est-ce que du coup on peut utiliser cette image de penser le réseau de neurones comme étant une intelligence pour définir ce qu'est l'intelligence? Alors, moi je pense. Il faudrait qu'on discute plus tranquillement, mais ma réaction, c'est qu'un réseau de neurones, si compliqué qu'il soit, n'est pas une intelligence. C'est une base matérielle pour réaliser un certain nombre de performances intelligentes. Mais ce n'est pas en soi intelligent. Encore une fois, ne sont, selon moi, intelligents que des organismes engagés, et ça peut être des animaux. Dans mon bouquin, il y a un chapitre sur l'intelligence animale, dont je ne suis pas du tout un spécialiste, mais je pense qu'on ne peut comprendre l'intelligence humaine qu'en passant par la case intelligence animale. Si bien que j'ai un triptyque intelligence animale, intelligence humaine et intelligence artificielle, et l'intelligence artificielle se distingue de manière essentielle. Enfin, alors parfois, pour simplifier, quand j'ai plus le temps, j'ai dit, écoutez, laissez-moi tranquille, mettez un trait d'union entre intelligence et artificielle, comme ça, personne ne se trompe, l'intelligence artificielle n'est pas une intelligence, c'est-à-dire un être humain n'est même pas, il est intelligent, il n'est pas une intelligence. Donc on a des problèmes en quelque sorte que les philosophes analytiques appellent ontologiques, c'est-à-dire quelles sont les catégories fondamentales de la pensée, pour penser l'intelligence. En tout cas, c'est des questions intéressantes, je remercie de votre remarque. Quel est l'auteur dont vous parliez beaucoup? James Breeder. C'est un Américain qui a écrit Toutes les intelligences du monde. Ah, ok. Vous m'enverrez par mail la référence, d'accord? Je suis facile à trouver par mail. Merci de vous. Deuxième question, Damien. On va le remercier encore une fois.